Bonjour. Tout le monde m'entend correctement? Merci d'être parmi nous cet après-midi sur une session, une thématique que j'apprécie tout particulièrement, parce que il y a encore peu, quand on parlait Afrique, on entendait famine, coup d'État, crise institutionnelle et politique. Aujourd'hui, on en entend encore parler, migration aussi. De plus en plus, le fait est qu'on entend parler de plus en plus, quand on parle d'Afrique, on entend parler de croissance, d'investissement et de nouvelles technologies. Oui, je pense que vous m'entendez mieux là. Et donc, effectivement, on va parler cet après-midi, pendant 1 heure, donc, de cette thématique, l'Afrique digitale, l'Afrique dans l'ère numérique, même si j'ai l'habitude de dire que les nouvelles technologies ne sont pas la solution à tous les maux de l'Afrique. Le fait est aujourd'hui qu'on assiste, grâce aux nouvelles technologies, à une accélération du développement, du moins dans certains pays ou dans certaines régions du continent. On parle souvent de saut technologique et on va évoquer cette question très vaste, mais avec du concret à travers ces 3 intervenants qui sont là avec nous cet après-midi. Amin Youssouf, cofondateur d'Afrobyte, pardon. Hélène Zemmour, qui est directrice du département numérique chez TV5 Monde. Et Ulrico, I'm sorry, I forgot your name. Ulrico qui va se présenter parce qu'en plus il est anglophone et qui va nous expliquer ce qu'il fait avec une application qui s'appelle DeepVR. Et je me présente quand même, un peu après tout le monde, c'est normal. Dounia Benouamed, je suis journaliste. Je travaille sur l'Afrique depuis 10 ans aujourd'hui et j'ai créé il y a 5 ans Africa News Agency, une agence de presse qui est spécialisée sur les économies africaines et qui donc a le parti pris de changer le regard sur l'Afrique. Alors on va commencer tout de suite avec Amin. D'abord parce que j'aime beaucoup ce garçon. Merci. Pas besoin de le dire pendant les tables rondes. Mais parce qu'il a créé, lui et sa complice Aweya Mohamed, Afrobyte, qui effectivement est une plateforme qui non seulement met de la visibilité sur les acteurs de la tech en Afrique, mais voilà, qui fait bien plus que cela. Et on va commencer avec lui avec une première question. Quand on parle d'Afrique digitale, quand on parle d'Afrique 3.0, Afrique entrée dans l'ère du numérique, est-ce qu'on est dans le fantasme ou dans la réalité, voire un peu des deux? Alors d'abord, comme on se le disait tout à l'heure avant de rentrer, le titre de cette session est « L'Afrique à l'assaut du monde numérique ». Je dirais que c'est le contraire, c'est le monde numérique à l'assaut de l'Afrique. Commençons par inverser ce sujet-là. Parce que l'Afrique, c'est la dernière frontière du business, c'est la dernière frontière de l'investissement. Après, c'est l'Antarctique. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui, il y a un gros mouvement. Vous aviez Mark Zuckerberg qui était présent à Lagos en 2016. Il y retourne en 2017, il y est retourné. Bon, en ce moment, il n'a pas le temps. Il y a Jack Ma qui était à Kigali en 2017. Et vous aviez Sundar Pichai qui était à Lagos en 2017. Et ces 3-là ne sont pas idiots. Donc ils sont en train de parler sur ce continent-là, qui a une croissance démographique absolument énorme, où les potentialités sont gigantesques. Alors, je ne vais pas faire long, mais je vais faire un petit comparatif très simple. Je vous aurais dit il y a 15 ans, il va y avoir de la tech en Chine, tout le monde aurait rigolé. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, les valorisations chinoises et indiennes sont supérieures aux valorisations américaines. Le montant d'investissement cette année dans la tech chinoise sera supérieur aux États-Unis. WeChat, il y a 8 ans, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, c'est aussi gros que Facebook. Donc ça peut aller très vite. L'Afrique, ce sera différent, parce que la Chine est un pays, l'Afrique, c'est 54 pays, ou 55 en fonction de son opinion. Et donc, il va se passer des choses. Moi, je suis incapable de dire ce qui se passera dans 2 ans. On a des tendances fortes. On sait qu'il se passera quelque chose. Et en gros, je dirais que pour ceux qui ont raté l'émergence des pays asiatiques, qui ont raté le blockchain, éviter de rater... C'est le moment, effectivement. Ouais, ce serait une bonne idée. Voilà. Effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui, de toute façon, et ce qui est visible quand on parcourt le continent, et on voit aussi de plus en plus les médias, ou quand on a des rencontres à Paris, on se voit bien qu'on met de plus en plus le focus sur la tech africaine et sur les productions africaines. Il y a de plus en plus d'applications. On a aujourd'hui des
du Made in Africa en matière, par exemple, de jeux vidéo. On en parlait, Emine. On a, par exemple, une équipe de jeunes Camerounais qui ont créé le premier, on s'est présenté un peu comme le premier jeu vidéo 100% africain, mais avec également, même en termes de, non seulement au niveau du graphisme, mais au niveau de l'histoire, de la trame de fond, c'est très adapté aux réalités africaines, et c'est ça la tendance. Il s'appelle Kero Games. On a aujourd'hui, il y a eu récemment la première édition du forum du jeu vidéo panafricain qui s'est tenu en novembre à Abidjan. Il y a effectivement, et ça c'est Sidik Bakayoko qui a créé une salle virtuelle de jeux vidéo, et c'est effectivement un jeune passionné de vidéo qui s'est aussi rendu compte qu'il y avait un marché, et donc il y avait des investisseurs susceptibles d'être intéressés. Et si tu me permets, justement, ça s'appelle le FEJA, donc à Abidjan. Il y avait 50 000 jeunes en train de faire de l'e-sport. L'e-sport est en train d'exploser en Afrique. On n'en parle pas, mais c'est un secteur qui est en train d'exploser. Et je reviens sur le cas du gaming, avant de laisser la parole, parce que tu parles du jeu. Effectivement, il faut du contenu africain. On fait venir, il y a Kero Games qui sera peut-être présent en juin, et on fait venir Koukoulou Game. Koukoulou Game, c'est une... Juste pardon pour préciser, pour que les gens suivent, il y a effectivement la 3e édition d'Afrobeat qui se tient à Paris les 7 et 8 juin. Les 7 et 8 juin, exactement. Et on fait venir une start-up éthiopienne qui fait un jeu. C'est un jeu sur mobile, c'est un poulet qui court dans un village et qui ne veut pas qu'on lui coupe sa tête. Bon, ça, c'est l'histoire un peu machin. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est autre chose. Ils ont la partie intéressante de cette start-up-là, c'est qu'ils ont constaté que tu ne peux pas faire des achats in-app pour des applications en Afrique, parce que tu n'as pas de compte en banque, parce que tu n'as pas de carte bancaire. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est énorme, ils sont en train de remplacer cela par de l'achat de l'airtime. C'est-à-dire tu achètes avec ton temps de parole sur le téléphone. S'ils arrivent à faire ça, c'est l'Apple Store qui est mort, en gros. Donc c'est super intéressant parce que les gens qui ne s'intéressent pas à l'Afrique, au final, les gens finissent par trouver leur chemin pour jouer, pour regarder du contenu, et ils créent des modèles alternatifs qui, s'ils fonctionnent, si tu commences à dire que tu n'as pas besoin d'un compte en banque ou d'une carte bancaire pour faire tes achats in-app de jeux, là c'est le Google Store, c'est l'Apple Store qui est obsolète. Donc c'est super intéressant de regarder ce qui se passe dans les pays émergents en général, en Afrique en particulier, parce qu'il y a des modèles de rupture qui se mettent en place qui peuvent être assez intéressants à observer. Voilà, et donc, y compris sur l'espace virtuel. Et nous avons donc Ulrico Grec-Kumbo, it's good, qui effectivement évolue dans le monde virtuel avec un jeu qui s'appelle Deep VR, et c'est une expérimentation, une expérimentation de relaxation virtuelle. Il va nous l'expliquer, Enrico, s'il pouvait également nous donner effectivement votre regard sur l'Afrique. L'Afrique, pour vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un marché? C'est un terrain d'expérimentation, terrain de jeu? Eh bien, juste pour vous donner un peu un aperçu sur DPR, ce que nous faisons, nous sommes un studio sur le contenu basé à Johannesburg, en Afrique du Sud, et nous avons démarré en 2014 spécifiquement avec un focus sur le fait de raconter des histoires dans la réalité virtuelle. Et donc, nous avons une aile commerciale qui s'occupe de publicité, notamment, et également une division qui s'occupe de contenu original qui fait beaucoup de choses différentes, y compris du contenu pour des besoins de méditation, mais nous sommes également intéressés par raconter des histoires, le wabai, également notre contenu, notre division contenu original se sert de la réalité virtuelle pour la protection de l'environnement. Donc on crée des histoires qui se passent dans le monde naturel pour engendrer de l'empathie et un alignement avec l'environnement, la préservation de l'environnement. Très bien. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui l'écosystème qui, effectivement, nous avons, et on l'a dit avec Amine, il y a aujourd'hui de plus en plus de créativité. On a effectivement des jeunes qui lancent des applications qui sont effectivement très dynamiques. Mais est-ce que l'écosystème aujourd'hui en Afrique est favorable à l'émergence effectivement de produits numériques?
Oui, je pense qu'on y est arrivé finalement, on y arrive. C'est vraiment une réalité commerciale réelle, qu'il y a absolument toute une communauté, la possibilité pour ces produits de sortir. L'Africa a toujours trouvé des moyens de passer au travers des barrières, de trouver des manières d'aller de l'avant. On voit vraiment des choses extraordinaires qui se passent en Afrique du Sud. Nous bénéficions d'une bonne infrastructure qui est relativement bonne, du moins en Afrique du Sud, comparé à d'autres pays africains, mais on voit des pays tels que le Kenya, le Rwanda, qui créent et qui produisent des choses incroyables, qui, du point de vue technologique, sont vraiment au summum de notre point de vue, de notre perspective. Une des choses que nous faisons, nous voyageons par le monde entier, nous parlons à des gens du monde entier et nous présentons ce que nous faisons à des personnes ailleurs et ils se lèvent leur casque de réalité virtuelle et disent mais comment est-ce que ça se fait qu'on n'ait pas entendu parler de vous avant? C'est un compliment, mais c'est aussi un peu une insulte parce que peut-être c'est parce qu'on est tout en bas du monde et qu'on n'est peut-être pas encore tout à fait sur la plateforme globale maintenant, sur la plateforme mondiale, mais la qualité du travail est au rendez-vous et ça c'est représentatif de beaucoup de personnes qui travaillent dans les technologies en Afrique. Hélène, effectivement, vous aussi, à TV5 Monde, vous avez fait depuis très longtemps donc, le choix du digital. Vous allez nous en faire la démonstration. Et j'aurais une question à vous poser, c'est qu'on assiste effectivement, notamment avec la libération de l'audiovisuel dans certains pays africains. Il y a de plus en plus de produits télévisés, y compris sur le web, qui s'adaptent aux nouvelles attentes du public, d'un public notamment de la classe moyenne. On en parle beaucoup aussi de la classe moyenne. Bon, il faudra revenir sur l'expression, mais on a de plus en plus de produits, encore une fois, adaptés aux nouvelles attentes, aux nouvelles exigences et aux nouvelles réalités africaines. Oui, alors les nouveaux usages sont là en Afrique. Je rappelle que le continent africain, c'est une moyenne d'âge de 16-17 ans. Donc l'Afrique est jeune et elle consomme du web beaucoup. Elle est très connectée. On a l'habitude de dire un saut générationnel. Les Africains sont plus connectés sur les mobiles, sur les smartphones, notamment Android sur le continent africain. Donc il y a de nouveaux usages qui sont là et il faut y répondre. Et nous, en tant que TV5 Monde, c'est la chaîne culturelle francophone internationale. Et donc forcément, l'Afrique est un enjeu de taille puisque c'est en Afrique que la francophonie est la plus répandue et que l'avenir est là aussi pour la francophonie. Donc il y a un vrai enjeu pour nous d'aller toucher ces cibles-là qui connaissent TV5 Monde, cette vieille chaîne de télévision qui a 25 ans sur le continent. On fêtait les 25 ans de TV5 Monde en 2017. Et justement, ces jeunes Africains nous disent TV5, c'est la chaîne de nos parents. Ils ont grandi avec, il y a une certaine fidélité. Exactement, c'était aussi la seule chaîne panafricaine. Donc la diaspora aussi africaine connaît très très bien TV5. Et donc nous, on avait besoin de se dire comment est-ce qu'on connecte ces jeunes Africains au programme, à la francophonie, au contenu qu'on souhaite leur proposer. Donc on a eu l'idée de développer en fin d'année dernière une offre numérique, 100% numérique, qui se compose d'un site internet et d'une application. Je ne sais pas si je peux montrer un petit peu en quelques mots la genèse du projet. J'arrive à descendre. Donc c'est un site internet. Donc on a vraiment eu à cœur d'aller cibler le mobile puisqu'on sait que les usages sont en mobilité. Les Africains ont parfois plusieurs smartphones. Alors ils consomment la data de façon différente avec une connexion raisonnable et une connexion qui peut se faire lorsqu'ils ont du Wi-Fi. Et très souvent, ils téléchargent pour regarder les programmes dans un second temps. L'application est entièrement gratuite. Là aussi, ça nous semblait essentiel que l'ensemble soit gratuit. Alors ça reflète vraiment la diversité de la chaîne linéaire TV5 Monde. C'est à la fois de l'information, des programmes, des contenus exclusifs, des séries, de la fiction, séries africaines qui marchent très bien, par En mode d'emploi, qui est la version gabonaise du programme qu'on connaît en France, de France Télévisions. J'ai eu l'occasion de regarder, c'est très drôle. Voilà, Brouter.com, Hospital IT, il y a beaucoup de séries africaines qui marchent très bien. Et donc, on cible toute l'Afrique, le continent africain en priorité, mais aussi la diaspora et tous les gens qui sont amoureux de l'Afrique. Donc, on a vraiment eu à cœur de travailler sur une offre adaptée aux usages avec un mode hors ligne. Lorsqu'on n'est pas connecté, on peut quand même consommer des programmes une fois qu'on les a téléchargés. Ça demandait en amont de négocier avec les producteurs une négociation des droits très particulière puisqu'il faut autoriser le téléchargement sur smartphone, en dur donc, pour le consommer dans un second temps, ce qui n'est pas évident.
ce qui pouvait aussi angoisser certains producteurs. Alors après, des notifications push, des alertes programmes, et la chaîne en direct sur le continent africain. Une petite vidéo, si j'arrive à la lancer, pour vous présenter donc, cette offre numérique Afrique qu'on a lancée à Kigali, au Rwanda, en fin 2017, ensuite à Abidjan, partout en Afrique. Découvrez la nouvelle offre numérique de TV5 Monde Afrique. D'accord. 100% mobile, 100% Afrique. Retrouvez gratuitement toute l'information africaine. Bienvenue dans votre journal Afrique. Le journal Afrique et tous les articles de la rédaction. Retrouvez aussi vos programmes préférés sur le site et l'application TV5 Monde Afrique. On s'amuse bien, on découvre de belles choses. So good! Oh! So good! Yes, on peut le faire. Yes, we can! Mais pourquoi tu me regardes avec ton nez? Ça va! Va! Avec ou sans connexion, où vous voulez, quand vous voulez. TV5 Monde Afrique. Tout un continent dans votre poche. Voilà, donc ça vous donne un petit aperçu de ce qu'est cette offre numérique Afrique. Et vraiment, le but était d'aller toucher cette jeunesse très connectée et lui proposer des programmes à la carte, à consommer où elle veut et quand elle le veut. Et donc l'enjeu pour nous maintenant est d'aller travailler avec tous les producteurs en Afrique pour développer des contenus pure web, exclusifs pour cette offre cette application, donc des formats courts, pensés, écrits pour les réseaux sociaux, développer des web-séries avec les producteurs africains. Et donc on travaille très étroitement sur le continent africain depuis maintenant 25 ans et pour les 25 prochaines années. Voilà. Même plus. Hein. Effectivement, pour rester sur Internet, une question que je vais vous poser à tous les trois avant de donner la parole à la salle. Je suis désolée, on fait de l'économie, donc on aime bien les chiffres, mais il y a des chiffres qui sont très parlants. Aujourd'hui, on a tendance à estimer, c'est des approximations, on a 60 millions de consommateurs, d'usagers d'Internet sur le continent. Ça paraît encore peu, mais c'est vraiment le tout début, sachant qu'aujourd'hui, à l'horizon de 2025, on devrait avoir la moitié de la population africaine qui devrait être connectée, sachant qu'en 2050, la population du continent va doubler. Donc tout ça, ça ouvre de nouvelles perspectives. Effectivement, ça ne concerne pas que l'audiovisuel, dans tous les secteurs. Amine, tu parlais effectivement d'une ruée des investisseurs, beaucoup plus que... tu inversais la thématique, effectivement, c'est le numérique à l'assaut de l'Afrique. Et là, la question est pour tous les trois. Quelles sont les perspectives que le digital ouvre sur les années à venir? Alors, effectivement, d'abord, tu verras les chiffres, c'est souvent les chiffres du GSMA, qui est le groupement des opérateurs. Il faut savoir qu'à chaque fois, ils donnent des taux de croissance importants et que ces taux de croissance sont systématiquement réalisés à la hausse. Donc ça va encore plus vite que ce qu'on pensait. Sont très en dessous de la réalité. Alors, il y a quelque chose d'assez mathématique en Afrique. Ceux qui sont familiers de l'Afrique le savent, ceux qui le sont moins savent que la population va augmenter très fortement, c'est ce qu'on s'est dit. Je vais donner un exemple, je pourrais en donner 15. En termes de besoins, je vais prendre la question de l'éducation. L'éducation, on est le continent le plus jeune, ce qui a été dit. Vous avez tellement d'enfants qui naissent qu'il est impossible, techniquement impossible, vous oubliez tout de suite, de construire des écoles à la vitesse où les enfants naissent. Vous oubliez, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas le faire. Même si vous aviez le béton, vous n'avez pas assez de machines, vous n'avez pas assez d'hommes. Parce qu'une école, c'est pas que 4 murs. C'est une route pour y aller. C'est plein de choses autour. Donc, l'école, telle qu'on la pense, à la Jules Ferry, avec un professeur et 30 tables, c'est un modèle qui ne fonctionnera pas. En tout cas, si on veut répondre à l'ampleur de la demande. Donc, il va falloir inventer complètement autre chose en termes d'éducation. Et là, on va aller chercher du mobile. Et là, on va aller chercher de la VR. On va aller chercher des chatbots. On va aller chercher de l'artificial intelligence, tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. C'est même pas une question de j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai pas le choix. Si je veux éduquer ces enfants-là, à un moment, je vais vous donner et je pourrais continuer ces exemples dans des secteurs dans tous les sens.
Je vais vous donner une raison simplement de base. Vous avez un fermier, on va dire, hein, quelqu'un qui vit mais qui n'est pas extrêmement riche, classe moyenne, pauvre, on va dire. Il vit dans un village et pour envoyer ses enfants à l'école, il doit les mettre dans un bus. Ils doivent aller à la ville à 60 km ou 80. Ils doivent rester pendant une semaine seuls. Donc il y a la rupture affective, il y a le fait que c'est dangereux, il y a le fait que ça coûte cher, il y a tous ces trucs-là. Et il y a le fait aussi que ces enfants, un peu comme en France autrefois, ne pourront pas travailler à la ferme. Maintenant, vous dites à cette personne, écoute, tes enfants vont continuer à aller à l'école, mais peut-être un peu moins souvent en présentiel physique. Voici ce que je te propose. Je peux ? Je te propose ça. Il va pouvoir aller voir des documentaires sur des rhinocéros en Afrique du Sud. J'achète. Parce que le coût est beaucoup plus intéressant que de devoir emmener l'enfant hyper loin. C'est un calcul économique rationnel, rien de plus. Il n'y a rien d'émotionnel dans cette histoire-là. C'est vraiment que du business à l'échelle de l'individu qui se dit comment je vais allouer le peu d'argent que j'ai de manière efficace, sachant que je veux absolument que mes enfants aient une éducation. On me propose une alternative qui est intéressante, je la prends. Donc, on a des chiffres, on a des prévisions, mais personnellement, je pense que ça allait beaucoup plus vite qu'on ne le pense, parce que la valeur d'usage de ces technologies-là est extrêmement forte. Ici, vous avez toujours le choix d'allumer votre télé, d'aller à l'école à côté. Vous avez ce choix-là. Là-bas, vous n'avez pas le choix. Vous avez cette intérêt. C'est pour ça que tu parlais du Rwanda, où est-ce qu'on a créé le premier drone porte, que la mobile money a explosé parce qu'on n'avait pas de banque physique. Donc c'est souvent un problème qui a amené une innovation qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Donc, effectivement, sur le contenu, des sociétés de contenu ont un avenir radieux. Et oui, effectivement, je rejoins totalement ce que dit Amine, puisque nous, on développe de l'apprentissage du français, notamment sur le web, entièrement gratuit, en proposant des dispositifs d'apprentissage du français pour les étrangers, à partir des contenus de l'antenne et du web. On a tout un dispositif sur le site, et effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est la plus grande salle de classe, elle est aujourd'hui en ligne. C'est déjà le cas. Les jeunes, aujourd'hui, ont envie d'apprendre le français à partir des programmes de télé, des programmes du site Internet qu'ils voient tous les jours. Donc c'est là que ça se passe et on se rend compte que la demande est croissante. Les professeurs aussi, les enseignants ont besoin de ressources web, ont besoin de nouveaux outils pour aller capter une audience jeune qui a l'habitude d'être sur YouTube partout dans le monde. Ils ont besoin de faire évoluer leurs cours. Donc la technologie, elle va être partout. On voit les MOOC qui explosent, mais les applications d'apprentissage en autonomie et les nouveaux modes d'enseignement dont beaucoup sont peut-être encore à inventer. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc ça fait aussi partie de ce développement-là. Et je pense que l'Afrique, là-dessus, comme le disait Amine, est un terrain de jeu incroyable pour nous, médias, mais pour de très nombreux acteurs de la technologie. Enrico. Oui, absolument. Moi, je crois qu'il y a une perception jusqu'ici, historiquement, que la pauvreté, le fait d'habiter dans les régions rurales, ça voulait dire qu'on n'a pas accès à la technologie. Et parfois, maintenant qu'on voit des smartphones qui sont disponibles pour 50 à 100 $ US et peut-être plus de 60% des Africains peuvent avoir accès à des smartphones. Donc ça, c'est exaltant pour nous, c'est fascinant pour nous. Et parce que les gens qui ont des smartphones peuvent avoir accès à beaucoup plus de choses. Je parlais à Yamine de ça avant. On parle d'un objet que vous avez dans votre main et ensuite vous pouvez quelque chose, vous mettez un casque de réalité virtuelle et on peut amener les gens dans les différents endroits dans le monde entier. Ils peuvent explorer Paris, par exemple, de là où ils sont. Donc le fait de cette croissance des smartphones, et parce que c'est bien moins cher maintenant, c'est vraiment fascinant pour nous. Et Ulrico, Amine disait tout à l'heure que c'était donc c'est aujourd'hui le monde qui est à l'assaut du numérique en Afrique. Mais est-ce que par exemple de plus en plus, est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour un produit made in Africa, que ce soit une application, un jeu vidéo ou même un smartphone conçu en Afrique, admettons, d'aller sur les marchés internationaux? Est-ce qu'il y a encore des barrières, y compris en termes de préjugés et de clichés?
Moi, il me semble, je crois que maintenant les choses sont en train de changer, d'évoluer, de bouger, les choses changent. Je crois que les gens sont beaucoup plus intéressés mondialement parlant et l'Afrique est beaucoup plus sur le devant de la scène. Mais souvent, ces préjudices ont tendance à disparaître parce qu'on voit des technologies incroyables telles que Mespesa au Kenya qui apparaissent, qui a vraiment renversé totalement le modèle bancaire qui existait. Ça ne vient pas des pays développés et c'est vraiment une étude de cas qui est superbe au niveau des produits créatifs. Nous, on l'espère en tous les cas. Nous, on a travaillé sur quelque chose pour Conservation International qui va être présenté au Festival de Tribeca d'ici quelques semaines. Et ça, c'est vraiment un exploit pour une société sud-africaine parce que ça, c'est vraiment une scène internationale, globale, mondiale. Et donc, on espère qu'on va pouvoir faire partie de cela. Donc, le Sud va à l'assaut du Nord? Hopefully. On peut l'espérer, oui, on l'espère en tous les cas. Oui. Et l'Afrique n'a jamais été aussi à la mode. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde a envie d'Afrique. Les Africains se voyagent, il y a une diaspora, une jeunesse qui arrive. C'est incroyable. Enfin, tout le monde a envie de connaître cette Afrique-là, effectivement. Et vous le disiez, bien loin des préjugés qu'avaient nos parents. Je crois que c'est une autre Afrique qui émerge. Et nous, on était à Kigali il n'y a pas très longtemps. Les startups sont là, la connexion est là. Aujourd'hui, il y a un saut technologique et c'est que le début. Donc oui, on en prend plein les yeux quand on y va et on est bien loin de ce qu'on a pu connaître il y a une vingtaine d'années. Mais on est encore, même si on voit le succès de Black Panthers aujourd'hui, mais qui est une production hollywoodienne, est-ce qu'on va avoir dans les années futures les chaînes de télévision de la même manière qu'elle donne à voir le cinéma européen et américain? Est-ce qu'on pourra voir? On voit qu'encore les films africains ont encore beaucoup de mal à être distribués en Afrique, mais à travers le monde encore plus. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut voir les chaînes françaises s'ouvrir aux productions africaines? Nous, c'est notre cas depuis 25 ans, évidemment, mais je pense que oui, de plus en plus, les séries africaines intéressent, plus que jamais, elles sont très à la mode, et il y a effectivement une consommation, il y a une demande, donc pourquoi pas, le cinéma africain explose, il y a des stars africaines partout dans le monde. Aujourd'hui, avec YouTube, forcément, les frontières sont un peu abolies, donc je pense que c'est que le début, et que, là, vous citiez Black Panther, c'est l'exemple, mais il y en a beaucoup d'autres qui arrivent, il y a des stars, il y a des influenceurs africains, on a travaillé avec des gens comme Karel sur le continent africain pour faire connaître ce qui se passe, pour relayer notre offre. Ils ont plus grand chose à envier et au contraire, je pense qu'il y a une créativité qui est en train d'émerger, d'exploser. Donc, je pense que oui, c'est que le début et que la production africaine, elle est en train d'exploser un peu partout et pas seulement en Côte d'Ivoire et dans quelques pays africains. D'ailleurs, je rebondis quand même sur 2 chiffres que tu as donnés. Tu parlais tout à l'heure de la connectivité en Afrique qui est relativement faible comparée à d'autres pays ou d'autres régions, en tout cas. Il faut savoir quand même que les MOOC dans le monde, 20% des utilisateurs, malgré tout, sont africains. Donc même avec ce niveau de connectivité hyper faible, on arrive quand même à être les premiers en consommateurs de MOOC. Donc ça montre l'appétence absolument gigantesque sur ce sujet-là, et c'est ce que tu disais. Donc c'est là, donc autant dire que ça va pas cesser. Nous, on verra en juin pour ceux qui seront là. On a des universités qui viennent, ce soit IE en Espagne ou des universités US. Leur principal marché, ce qu'ils regardent tous, c'est l'Afrique. Oui. Et c'est énorme. Il y a ce premier chiffre-là. Le deuxième chiffre que tu as donné, parce qu'on n'a pas le chiffre en tête, on parlait du film Black Panther. Ça, c'est un cas intéressant. Le film, il a battu tous les records, hein, tous ceux qui connaissent à peu près ce sujet-là. Il a battu tous les records quand même dans un contexte où on a très peu de salles de cinéma en Afrique. Imaginez 2 secondes si on avait un réseau de distribution cinéma comme on en a en Europe. Le film aurait... Star Wars, à côté, ça aurait été... Enfin, voilà. Ça aurait été... On aurait doublé, triplé tous ces chiffres-là. À l'heure où je parle, les salles à Nairobi, il y a encore la queue à l'heure où je parle. Ça ne désemplit pas. Alors, si on avait pensé, ça fait partie des sujets qu'on traite, par exemple, chez Afrobytes, parce qu'on fait une marketplace, et justement, on essaie d'avoir ces discussions-là avec ces acteurs. On leur dit, mais trouver
un moyen de distribuer vos super productions en Afrique autrement que dans des cinémas, parce qu'on ne pourra pas les faire, parce qu'il y a une demande énorme. Donc ça veut dire repenser le modèle, ça veut dire repenser la tarification, ça veut dire discuter avec des opérateurs, ça veut dire discuter avec des fintechs, ça veut dire discuter avec tout ce monde-là. Si vous créez cette offre-là, si vous craquez le sujet en Afrique, vous le craquez non seulement en Afrique, mais vous le craquez sur les émergents. Et les émergents, c'est 80% des moins de 30 ans dans le monde. Donc autant dire que le business, il se fera là-bas et pas ailleurs. Voilà, en tout cas pour les quelques chiffres. Effectivement, pour rester sur Black Panther et pour rebondir sur M-Pesa, le succès de Black Panther est aussi révélateur, en ce qui concerne l'Afrique, de ce succès-là, est révélateur d'une tendance qui est, on affirme de plus en plus la volonté d'avoir des produits qui s'inspirent des histoires africaines, de la mythologie. Là, en l'occurrence, ce sont des héros qui s'inspirent de personnages réels africains. Effectivement, c'est parce que encore une fois, il y a une demande de produits locaux ou adaptés aux réalités locales. M-Pesa, là aussi j'ai un super chiffre quand même. M-Pesa, c'est 24 millions d'utilisateurs. Et encore une fois, c'est comme pour la connectivité, c'est la progression. C'est en très peu d'années. 24 millions d'utilisateurs, c'est 50% de la population kenyane. Et c'est l'équivalent en transaction de 43 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est 44% du PIB du Kenya, c'est extrêmement impressionnant. Pourquoi ça a fonctionné? Parce que ça répondait effectivement à un problème. C'est-à-dire qu'on avait du mal à accéder à une banque. Tout un tas de raisons. M-Pesa a démocratisé la banque, a amené la banque au plus près de l'usager. D'ailleurs, moi j'aimerais poser une question à la salle. Qui a déjà payé avec de la mobile money ici, dans cette salle? Ouais. Just one. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'au Kenya, on paye tout avec ça. En Somalie, actuellement, le cash n'existe pas. Vous n'avez pas de cash. C'est juste complètement obsolète. Ici, on en est encore à faire des chèques. Oui. Acheter un billet de train, par exemple, pour faire Nairobi-Mombasa, effectivement, vous devez payer via M-Pesa. Vous n'avez pas le choix. Les transactions sont extrêmement sécurisées, pratiques, c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne aussi bien. Et donc, merci à Amine de nous tendre la perche et on va effectivement passer à la salle. J'espère que vous avez plein de questions. Je dois vous amener le micro. Allez, le plus dur, c'est la première personne. Et vous pouvez me faire coucou et je viens tout de suite. Mademoiselle, vous venez du Kenya? I'm sure you have a question for us. For them. Oh, perhaps a point of view. I do. I have to agree. D'un point de vue, je dois être d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites sur la question, à savoir si c'est possible que les Africains fassent des productions qui ont un attrait international. Et j'allais dire que Black Panther continue à progresser et à dépasser toutes les espérances. Et je suis d'accord qu'il faut une meilleure infrastructure pour que cela fonctionne vraiment. Mais je pense que vraiment, la focalisation est vraiment de faire en sorte que l'Europe change de point de vue sur ce qui peut être fait en Afrique et leur point de vue sur l'Afrique en général, en Europe, mais aussi beaucoup aux États-Unis. Il y a des choses qui se font, qui sont très créatives, qu'on fait sur le continent, au cinéma, dans d'autres espaces culturels, mais la consommation est très limitée culturellement dans le monde, parce que la culture est vraiment unidirectionnelle. La culture européenne ou occidentale rentre en Afrique, mais la culture africaine ne sort pas de l'Afrique. Et je pense que je vais dire Picasso, et ça explique sur cette idée. Il a profité et a fait toute sa réputation pendant des décennies sur l'esthétique africaine, mais les artistes africains n'ont pas pu profiter dans l'autre sens.
quand la perspective européenne et occidentale changera, ça ouvrira le champ et les marchés. Et d'ailleurs, si je me permettais, la principale erreur des marchés occidentaux, c'est que vous considérez l'Afrique comme un charity case. Ouais. C'est pas un charity case, c'est du business. Point barre. Franchement, je pense qu'il faut complètement inverser cette façon de penser, parce qu'autrement, vous allez passer à côté d'opportunités énormes. Aujourd'hui, on a parlé de Black Panther, qui aurait dit que ce film... moi, ça ne m'a pas surpris, franchement. Mais il y a plein de gens qui ont dit « Ah, il y a un succès !» Non, mais... Bon, oui, ok. Mais j'étais au Kenya il n'y a pas longtemps, chez iHub, qui est le plus gros incubateur d'Afrique de l'Ouest. Et là, je rencontre un jeune homme qui a créé un casque audio, la même chose que Beats by Dre. Je ne veux pas faire de pub, mais un beau casque, quoi. Et tout le design était fait entièrement au Kenya. Pour l'instant, c'est encore fabriqué en Chine parce qu'ils n'ont pas forcément la chaîne de prod, mais l'objectif pour eux, c'est de ramener la production en Chine. Le casque, il était juste, mais vraiment super bien. Et non seulement il y a la question du contenu, mais il y a la question des marques africaines. On voit sur la partie mode, que ce soit au Nigeria, en Afrique du Sud, c'est en train d'exploser. D'ailleurs, on voit dans ce que tu disais, tu parlais de Picasso, mais on aurait pu parler de Burberry. Burberry qui a repris le wax dans tous les sens. Enfin, vous allez là dans la rue, vous avez plein de wax de partout en vitrine. Mais pour autant, tu l'as dit, très peu, ça commence à changer, hein, très peu de créateurs africains que tu retrouves dans de l'e-commerce, en ligne. Voilà. Donc il y a peut-être un problème encore de ce point de vue-là. Oui, juste pour rajouter à ça, je pense ce dont tu parles, c'est qu'il faut vraiment faire attention à l'expropriation de la culture africaine. Potentiellement, c'est la force des productions étrangères qui vient et fait Queen of Cutway. C'est énorme pour l'Afrique. Black Panther, qui puise dans la culture et puis les coutumes et tout ça. Et donner ces choses, prêter ces choses, c'est bien. J'en suis ravi de votre point de vue. Je pense que c'est important qu'on assure qu'on peut avoir que des choses faites de l'Afrique ou sur l'Afrique, mais par l'Afrique. C'est pas qu'on demande qu'on raconte nos histoires et que les non-africains racontent les histoires africaines. Mais il faudrait qu'on puisse raconter nos histoires et faire de nos produits de l'intérieur. Produire ses propres contenus. Est-ce que nous avons d'autres questions? Ou des remarques? Oui, je vois au fond de la salle. J'ai bien apprécié votre question, votre remarque sur les télévisions éventuellement africaines qui pourraient émettre ailleurs. Parce que je me demande si le changement ne viendrait pas vraiment au moment où, il y aurait de la production numérique notable qui soit produite en Afrique et qui puisse être diffusée partout ailleurs. Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'efforts ces dernières années ont été faites dans le sens de la consommation, dans le sens nord, sud, ouest, Afrique. Ça passait par les télécommunications, où les gens, vous l'avez dit, ont quelquefois 2 ou voire même 3 portables, parce que 3 opérateurs téléphoniques. Et donc j'ai l'impression qu'on est passé d'un média à un autre, des antennes FM de l'époque où on avait des ondes courtes, puis les antennes FM, à une autre forme de média. Est-ce que pour l'instant, la femme ou l'homme africain jeune n'est pas plus consommateur que producteur de contenu numérique? Un petit peu, hein. Si, c'est aussi je pense une tendance qu'on observe et je pense que c'est là que se joueront les prochaines années, c'est de voir comment l'Afrique va produire en numérique. Est-ce qu'elle va être suffisamment équipée pour le faire? On voit que c'est en train de se faire. Et c'est effectivement, en tout cas, nous, on est en recherche, en demande de web-séries, de création
africaine faite par les Africains. Ça paraît évident, essentiel. C'est d'ailleurs ce qui fonctionne sur nos antennes et sur nos offres numériques. C'est pas pour rien que ce sont les séries africaines qui cartonnent, parce qu'elles sont faites en Afrique par des Africains, et que c'est pas autrement qu'on conçoit une offre pour toucher ce public. Elle doit être faite et pensée avec eux et par eux. Donc effectivement, une création purement numérique, c'est en train de se faire. Il y a des youtubeuses africaines, des youtubeurs qui sont en train de produire du contenu 100% numérique. Je pense que c'est le début. Pourquoi pas la VR demain, lorsque les équipements seront là, et on voit que c'est en train de se faire. Donc je pense que c'est une question de temps, mais ça va se faire. Il n'y a aucun blocage possible. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de gaming. Et sur le gaming, vous ne pouvez pas attendre d'un millennial africain qui soit sensible à donjons et dragons. Enfin, non, c'est évident. Donc, si vous voulez vendre du jeu, il va juste falloir prendre une case, prendre un roi africain, là, une princesse de je ne sais où. Il va falloir adapter son contenu à sa cible. Mais c'est marketing, c'est que dans l'optique de vendre ce que vous avez à vendre. Et par rapport à la question qui était posée, est-ce que l'Afrique va s'exporter en termes de contenu? Peut-être. Peut-être pas. J'ai pas l'impression que la Chine, j'ai pas beaucoup d'offres de contenu chinois. Pour autant, est-ce que l'industrie du cinéma en Chine se porte moins bien qu'autrefois? J'ai pas l'impression. Ils produisent énormément je crois que ça marche bien. Je peux vous dire qu'ils voilà. sont d'origine tunisienne, elles sont traduites en arabe, elles font un carton. Voilà, je dirais qu'aujourd'hui, la principale préoccupation des Africains, c'est d'abord de produire du contenu pour eux-mêmes. Après, si by the way, c'est consommé, et je pense que ça sera consommé par exemple au Brésil, qui a une diaspora énorme, aux États-Unis, tout ça, ça viendra après. Mais il faut déjà qu'on arrive à produire des contenus qui sont achetés, consommés localement par rapport à cette croissance de population que l'on a. Et donc tout ce potentiel, derrière, une fois que vous êtes ce contenu-là, les publicitaires arrivent. Un publicitaire, il veut vendre du savon à ses Africains, il veut vendre plein de choses. Donc vous inquiétez pas. À partir du moment où le consommateur sera là, ils vont acheter de la pub, on va pouvoir faire du contenu, de la prod, etc. Il y a aussi la question des écoles, de la formation. On parle de production numérique. Les écoles de développeurs sont en train d'arriver en Afrique, de se développer, notamment en Afrique, enfin, au Maghreb, mais en Afrique subsaharienne aussi, ça va arriver. Donc, oui, en Afrique de l'Est, par exemple, on apprend à coder dès le primaire. Voilà, donc ils ont un temps d'avance, en tout cas, sur l'Europe. Et nul doute qu'effectivement, ça va avoir un impact sur la création et la production web. Et puis, on l'a vu aujourd'hui. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que technologiquement, on a des choses intéressantes. Tu parlais de YouTubers. Aujourd'hui, tu arrives à faire des prods assez sympas avec un smartphone, hein, ce qui n'existait pas en Europe il y a 15 ans. Donc aujourd'hui, on va voir toute une vague de gens qui peut-être n'auront pas des écoles, mais qui vont apprendre sur le tas, à se dire, ah tiens, je vais bricoler comment dire ça, ce réalisateur français qui fait des superbes films avec quasiment rien. Oh mon Dieu, bon, son nom m'échappe. Son nom m'échappe, ça me reviendra. Mais on va avoir beaucoup de créations qui vont être faites par des gens qui spontanément vont tester avec leur smartphone, monter, cutter, envoyer ça chez TV5 Monde, dire est-ce que ça pourrait passer? Non, il faut que tu retravailles un peu, et puis voilà. Mais on voit déjà à travers on a souvent critiqué Nollywood, le cinéma nigérien, notamment en termes de séries, en disant que c'était pas très qualitatif. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment monté en gamme et ils exportent sur toute l'Afrique et en Amérique latine. Donc la tendance est déjà là. Je voulais juste Michel Gondry. Voilà. Merci. D'autres questions? Oui. Bonjour. Tout à l'heure, vous disiez que, vous nous invitiez justement, quand je dis nous, vous invitiez les Occidentaux, on va dire, ou les Européens, je ne sais pas, à davantage s'intéresser à l'Afrique en termes de business. Est-ce que il n'y a pas aussi certains, en fait, moi, ce que j'entends dans votre discours, c'est qu'on parle de l'Afrique, et en fait, ce qu'on entend aussi à travers les différents exemples, c'est que finalement, l'Afrique, avec tous les pays que ça regroupe, c'est des niveaux de développement assez hétérogènes. Donc, est-ce que finalement présenter
le marché africain, enfin, en vous écoutant, ça me fait penser au marché américain, c'est-à-dire, grosso modo, la législation, c'est un peu pareil, la culture, c'est un peu pareil, etc. Alors que je pense sincèrement que voilà, il y a des vraies spécificités par pays, et donc au final, on parle de l'Afrique, mais finalement les relations elles vont presque se faire de pays à pays, parce que là où on pourrait se dire tiens, je vais développer mon business aux États-Unis parce qu'on se dit c'est plus de 300 millions d'habitants, etc. Oui, il y a une grosse population en Afrique, elle est jeune, etc. Mais avec des vraies disparités de richesse, de culture, etc., etc. Donc est-ce que c'est pas aussi finalement le frein de l'Afrique, c'est de la présenter comme l'Afrique et pas de se dire non, c'est vraiment... Alors là, tu as tout à fait raison. L'Afrique n'est pas un pays, on ne parle pas africain. Au contraire, je pense qu'on se bat beaucoup avec Amine pour dire qu'il faut rappeler que l'Afrique, c'est 54 pays avec chacun ses réalités et même des disparités au sein même des États. Mais... oui, mais le Nigeria, ça va être bientôt le 4e, 5e pays le plus peuplé du monde. Donc il y a de quoi faire. L'Éthiopie sont déjà 100 millions. L'Algérie, je crois qu'ils atteignent les 100 aussi, enfin 90 en Éthiopie. Donc il y a des disparités, c'est-à-dire que la situation au Mali n'a rien à voir avec le Rwanda, qui n'a rien à voir avec l'Afrique du Sud, etc. Mais l'un dans l'autre, New York n'est pas le Minnesota. C'est clair. Enfin, franchement, le type d'offre que tu peux faire à New York et dans ces États-là, ça n'a rien à voir. Au même titre que je ne peux pas juger l'Europe en disant la Grèce est en faillite, donc en Norvège, je ne fais rien. Ça n'a aucun sens. Donc il faut regarder, tu as raison, l'Afrique... vous avez raison, peut-être plus jeune que ce que je parais. Donc il faut regarder l'Afrique de manière hyper analytique, froide, comme n'importe quelle région ailleurs dans le monde, si ce n'est la Chine, qui est un pays-continent, qui a un État qui est très actif dans son économie, donc c'est un cas tout à fait à part. Effectivement, pour compléter Amine, ce sont effectivement 54 États, mais c'est surtout 5 régions plus ou moins intégrées. C'est-à-dire pour un investisseur, quand il décide de s'implanter en Côte d'Ivoire, ce n'est pas uniquement le marché ivoirien qui vise, c'est effectivement le marché du LUMOA, et là, effectivement, c'est 8 pays. Idem pour l'Afrique de l'Est. Bon, après, l'Afrique du Nord, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a une frontière fermée, donc forcément, on ne peut pas travailler sur les 3 pays, les 5 pays si on parle du Grand Maghreb. Mais en tout cas, quand on travaille sur l'Afrique, on ne travaille pas sur un pays, mais plutôt sur une région. Si on a répondu à votre question. Oui, je voulais juste, sur la production de contenu, justement, là, on voit qu'il y a des success stories, mais au final, il y a quand même aussi pareil, là-bas, enfin, il y a quand même beaucoup de langues différentes qui se parlent, et on parlait de culture, etc. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que finalement, à un moment donné, il y a des choses qui semblent faire un peu plus l'unanimité, alors que finalement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, il y a beaucoup de disparités ou de différences entre les pays. Donc, en termes de contenu, comment est-ce qu'on peut finalement intéresser des millions de personnes, sachant que finalement, les points communs, ils ne sont pas si évidents, quoi. Voilà. Il y a quelques points communs, en tout cas dans la jeunesse du monde. On se rend compte que les millennials dans le monde, alors ils n'ont pas tous les mêmes, évidemment, les mêmes sujets, les mêmes engagements, les mêmes préoccupations. Et pour autant, il y a une sorte de, j'ai schématisé la culture YouTube, mais en tout cas des points communs, et une appétence pour la musique, l'engagement, l'écologie, qu'on voit apparaître, qu'on voit émerger. Et on a développé un programme qui s'appelle les Haut-Parleurs, qui est une chaîne YouTube qui est faite de vidéos développés par des jeunes francophones partout dans le monde qui parlent de sujets qui les engagent, qui les concernent. Alors, ils parlent tous en français, ils se filment avec des smartphones et ces vidéos sont publiées sur cette chaîne YouTube. Et ensuite, on en fait un magazine à l'antenne. Et ce sont des jeunes africains, canadiens, suisses, belges et qui s'expriment sur des sujets qui les concernent, que ce soit, encore une fois, l'avenir de la planète, l'emploi, les réfugiés. Ils sont aussi citoyens du monde. Ils sont aussi concernés par certains mêmes sujets. Donc, il y a des points communs à trouver. Et je pense que... Au-delà de la proximité culturelle, ils ont le fait d'appartenir à la même génération. Voilà, on appartient tous, on est tous sur la même planète. Donc, le fait de voir qu'il y a le réchauffement climatique, c'est un sujet qui concerne beaucoup de jeunes. L'égalité femmes-hommes, ce sont des sujets qui concernent beaucoup de jeunes aujourd'hui dans le monde. L'emploi, l'avenir, l'insécurité... Enfin, il y a vraiment des sujets qui... Alors, effectivement, la langue est un fil conducteur qui est présent à TV5 Monde, parce que la langue, elle véhicule de la culture, elle véhicule des valeurs, et donc on se sert de ce cordon ombilical entre tout ce monde-là, mais
En tout cas, nous, de notre point de vue, les frontières ne justifient pas tout. Voilà. Et Internet casse aussi ces frontières, permet d'avoir accès à la culture des autres, à la production mondiale, et donc d'ouvrir des portes. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes dans le monde écoutent la même musique. Donc c'est aussi intéressant de voir ça. D'ailleurs, je me permets, parce que sur la musique, j'ai découvert au Kenya qu'il y avait une scène métal. Une scène métal assez conséquente, en fait. Là, au Maroc aussi, j'ai découvert ça. Ouais, une grosse scène. Hard metal. Ouais. Et les mecs sont complètement... Enfin voilà. Donc c'est intéressant. Ce que tu disais, c'est que tout ça, c'est pour eux, en fait. Ça circule. Ça circule. Et quand on cherche un peu, on trouve des choses. Afropunk, qui est un gros festival qui était aux États-Unis, mais qui a fait sa première édition en Afrique du Sud il n'y a pas longtemps. Ça a été un carton énorme. C'était super bien. Ulrico, dans le monde virtuel, est-ce que la diversité linguistique, culturelle, est-ce que c'est une barrière? En Afrique du Sud, ça peut l'être, ça dépend. Il y a une diaspora de 11 langues officielles, ça c'est juste le comptage officiel. Un mélange de langues tribales, langues européennes qui sont devenues l'afrikaans qui est devenu une langue africaine. J'ai regardé nos diffuseurs publics, il y a des infos dans les 3 ou 4 grandes langues africaines, mais de plus en plus, tout le monde parle l'anglais. C'est la langue véhiculaire, pas seulement en Afrique du Sud, mais dans le sud de l'Afrique, Namibie, Zimbabwe, etc. Donc ça décline un peu, la barrière de la langue décline un peu. Il va falloir qu'on rende la salle, je suis désolée. J'espère qu'il n'y avait pas d'autres questions. Merci de votre attention, j'espère qu'on a répondu et qu'on vous a... Merci. Merci à tous les quatre. Je profite de